Bonjour ou bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver dans le Monde en 7 ce samedi 28 janvier 2023. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine. On parlera du Burkina Faso. La France se dit finalement prête à quitter le pays dans un délai d'un mois. C'était le délai qui avait été donné par les autorités burkinabè pour que la force Sabre puisse plier bagage. Du côté du Cameroun, on évoquera l'horrible assassinat du journaliste Martinez Zogo. Et puis en deuxième partie, nous allons parler du Togo. Le Togo qui se targue d'être le premier pays en matière d'inclusion financière dans la zone UEMOA. Et pour évoquer ces sujets, je reçois deux invités aujourd'hui. D'un côté, Anani Sossou, qui est analyste politique. Bonsoir Anani. Bonsoir Samuel, bonsoir chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Et merci d'accepter notre Je dis bonsoir à mon ami Sana, ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai plus vu. Je profite aussi pour présenter mes vœux les meilleurs, de santé surtout à tous mes concitoyens, qu'ils soient au Togo ou dans la diaspora, il n'est pas encore tard. Et également à mon cher Sana, pour que cette année apporte beaucoup plus de lumière dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, face à vous, Sana Sadio Hichou, analyste sociopolitique. Bonsoir, Sana. Bonsoir, Michel. Non, c'est pas regard croisé. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, grand frère Anani. La lumière, c'est dans ton champ. Donc, ne sois pas avare. Invite-nous, on va partager le maïs. Ce sera quand vous voulez, comme vous voulez. D'accord, je profite de l'occasion pour saluer tout le monde et spécialement à une personne très chère qui nous suit souvent et qui fête son anniversaire. C'est ma nièce, elle s'appelle Nina Kekeli Mauto. Joyeux anniversaire à toi. Bon anniversaire à elle. Bon anniversaire Nina Kekeli. On prend la direction du Burkina Faso, c'est notre premier sujet. Les autorités burkinabè de la transition ont demandé il y a quelques jours le départ de la troupe Sabre. C'est une force, des forces françaises déployées au niveau du Burkina Faso à Cambouassin. Le Burkina a donné un mois à cette force pour plier bagage. Dans un premier temps, la France a semblé ne pas comprendre ce que demandaient les autorités burkinabè. La demande s'est fait insistante. La France prend acte et va désormais faire replier ses troupes dans le pays. Il s'agit pour nous donc de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette demande des autorités burkinabè. D'ailleurs, l'ambassadeur de la France au niveau du Burkina Faso a été rappelé à Paris pour consultation, dit-on, du côté de Paris. On va écouter quelques citoyens burkinabè sur le sujet avant de revenir pour le débat. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande, bien sûr, du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ, de dénoncer donc l'accord militaire qui permet donc à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabè eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. La présence des bases militaires françaises au Burkina Faso viole sa souveraineté. Allant dans ce sens-là, c'est un devoir que nous ayons revendiqué son départ et qu'aujourd'hui, ça soit effectif. Nous, sommes en guerre. La guerre là n'est pas encore finie. Si on pouvait laisser, si la guerre est finie avec les terroristes, après maintenant on peut décider que France part. Mais pour le moment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que nous seuls on peut gérer avec les terroristes là, sans armée française? Parce que vu la détermination de notre armée actuelle, et puis le nombre vraiment élevé des VDP que comment on appelle ça, le gouvernement a recruté vraiment, nous pensons que le départ de l'armée française, bon, ça ne va pas poser problème à notre pays. Donc la rue a accéléré le processus. Et c'est ça vraiment que je trouve dommage, parce que normalement un État et un gouvernement devraient quand même prendre le temps. Pour moi, on aurait dû prendre le temps, même si on va dénoncer ces accords, prendre le temps de mieux se préparer et de ne pas être dans l'émotion. Parce que lorsqu'on est dans l'émotion, on fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, la question que moi-même je me pose, étant acculé de toutes parts, est-ce qu'on est prêt, effectivement,
et à être autosuffisant sur le plan militaire et aussi est-ce qu'on est prêt à assumer cette conséquence. Et je pense que... Voilà, Anani Soso, on a écouté ces citoyens burkinabés, on voit qu'il y a un sentiment un peu mitigé, les avis sont partagés, mais dans le fond, cette décision qu'ont prise les autorités burkinabées de demander à la force française de l'opération Sabre de quitter le pays, est-ce que pour vous, ça relève d'une analyse que les autorités ont faite sur l'inefficacité de la présence de ces troupes? Il faut d'abord reconnaître que la force Sabre a été installée au Burkina il y a 10 ans de cela. Et cette force, c'était en prélude justement à l'avancée des terroristes vers la côte, puisqu'ils étaient déjà dans le Sahel, la Libye étant déstabilisée par qui on sait et pourquoi. Donc l'avancée des terroristes au Mali a donné plutôt l'occasion à la France d'installer l'opération Sabre au Burkina pour contrer l'avancée des terroristes. Mais il s'est fait que 10 ans plus tard, la raison qui a sous-tendu la présence française ne prévalait plus, puisque les résultats étaient en deçà des attentes des autorités burkinabées et puis des burkinabés eux-mêmes. Étant donné que la France était là, c'était 400 hommes, 400 militaires, des forces spéciales. C'est pas du n'importe quoi, les forces spéciales, 400 hommes. Et ils avaient des appareils d'écoute sophistiqués. Ils pouvaient intercepter toutes les écoutes. Ils pouvaient même voir à travers des drones les avancées, les mouvements des terroristes. Mais au bout du compte, on a remarqué que tout ça n'a pas été fait et qu'en 10 ans, le Burkina est occupé à plus de 2/3 de son territoire par des djihadistes. Alors, la question qui doit se poser est très simple. Pourquoi alors encore des forces spéciales qui devraient contrer l'avancée des terroristes, mais qui ne l'a pas fait? Pourquoi alors leur présence encore sur le territoire du Faso? Donc, si les nouvelles autorités de la transition du Burkina, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, ont pris cette décision, je crois que c'est mûrement pensé. Il faut dire une chose, aucune force d'occupation ne peut et ne pourra jamais arriver à sauver un pays d'une avancée djihadiste. Les djihadistes, on les connaît, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre asymétrique. Ils ne font pas une guerre conventionnelle, où on sait les positions de ces troupes, où se trouve l'ennemi, comment il se retranche, etc. On ne sait pas. Ici, c'est une guerre asymétrique où l'ennemi se mêle à la population, où l'ennemi va au champ comme la population, où l'ennemi conduit du Zémijan comme la population, où l'ennemi est parmi la population et fait exactement tout ce que les habitants ont l'habitude de faire. Comment est-ce que l'armée peut les distinguer? Ça, c'est une grande interrogation. Mais au-delà de ça, la grande question qu'on doit se poser également, c'est de savoir comment est-ce que ces terroristes-là sont armés. Qui les arme? Qui leur fournit du matériel de guerre, qui leur fournit des renseignements, qui leur permet par exemple de savoir que les positions des forces loyalistes sont à tel niveau et qu'il faudra préparer des attaques ciblées, etc. Qui? On a remarqué, parce que la dernière fois je regardais encore sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui se dit là-bas, qui ne sont pas forcément vrais, mais il y a aussi une part de vérité dans tout ce qui se dit. On a remarqué qu'il y a des cartes, des cartes d'identité de certains Français qu'on a assimilés à des militaires qui ont été retrouvés et que la population, les réseaux sociaux burkinabés ont partagé en long et à large. Où ils ont demandé, contre 50 000 francs, ils ont demandé aux jeunes, aux gens, d'aller leur payer des cartes SIM. Pourquoi faire? Donc si on arrive, comme en Centrafrique, où on a arrêté des Français, qui sont d'intelligence avec les rebelles. La même chose se passe au Mali et au Burkina. Pourquoi la France, qui est appelée à aider les pays en proie à une guerre asymétrique avec les djihadistes, pourquoi cette France-là, on retrouve ces ressortissants qui aident les terroristes? Il y a beaucoup de documents qui prouvent aujourd'hui que la France est d'intelligence avec les terroristes. Pourquoi? Donc, le capitaine Traoré, qui a été sur le terrain, qui a vu, comme il le dit lui-même, qu'il a vu la guerre de près, il a vu ses camarades mourir, il a vu ses camarades au combat, il a été au combat, il a vu les forces et les faiblesses de la présence des 400 forces spéciales militaires français
français sur son territoire. Il a mesuré le pour et le contre. Donc il ne faut pas que chaque fois que l'Afrique prend une décision, ou bien un pays africain prend une décision, il ne faut pas que chaque fois des biens sachants viennent nous dire que non, c'est dans l'émotion, ou bien on n'a pas réfléchi, comme si l'Afrique doit toujours, si notre continent doit toujours prendre des leçons de la métropole, ou bien de ceux qui se disent spécialistes de l'Afrique, mais qui sont dans des bureaux doués en Occident. Oui. Donc, les décisions qui ont été prises, pour moi, sont des décisions quand même qui ont été mûrement réfléchies. Et il est temps que l'Afrique soit souveraine, ait son autonomie, son indépendance, et que les bases militaires françaises quittent définitivement ce continent. C'est ce qu'on souhaite, bien évidemment, Zana, Sadio. Ce qui est demandé aujourd'hui aux Français, aux militaires français au Burkina, c'est de plier bagage. On se rappelle le scénario malien, un peu différent, parce que la France elle-même avait déjà décidé de partir avant que les Maliens accentuent la demande, mais ça se recoupe quelque part. On a des militaires qui viennent au pouvoir, c'est des gens qui sont habitués au terrain, qui connaissent les réalités du terrain et qui prennent ces genres de décisions. Est-ce que dans le fond, on va continuer, comme le dit Anani Sossou, on va continuer d'accuser les pays d'être dans l'émotion ou de se dire il n'y a pas quelque chose qui oblige ces militaires à demander à ces étrangers de partir? Non, vous savez, chacun a sa grille d'analyse. Donc, ceux qui pensent que c'est des décisions émotionnelles, ça les engage. Mais ce que moi je sais, c'est que la décision que viennent de prendre, ou bien la décision que viennent de prendre les autorités burkinabè est la suite et la conséquence logique d'un certain nombre de faits que nous avons observés depuis un certain moment. Même au temps du président Roch Kaboré, rappelez-vous, il y a eu ce convoi militaire logistique de Barkhane qui a été intercepté pendant plusieurs jours. Ensuite, il faut comprendre, comment dit-on, la logique dans laquelle les autorités burkinabè sont aujourd'hui. Quand vous avez vu les raisons pour lesquelles M. Damiba est venu, a pris le pouvoir, les raisons pour lesquelles M. Traoré a pris le pouvoir, vous comprendrez que c'est sur fond de problèmes sécuritaires, de crise sécuritaire. Donc, naturellement, la question sécuritaire est très sensible dans ce pays et vous comprendrez aisément pourquoi on a pu sanctionner RFI, Radio France Internationale, pour avoir d'une manière maladroite diffusé un communiqué d'un chef terroriste, ensuite d'avoir dit qu'il y avait une tentative de coup d'État déjouée, ensuite les propos de l'ambassadeur français au Burkina dont les autorités burkinabè ont demandé le rappel suite à une alerte qu'il a donnée à ses citoyens. Oui, on comprend aisément qu'on ne badine pas avec l'information sur la sécurité quand cela a été à l'origine de 2 coups d'État. Donc sur ce plan, on savait qu'il y avait une démarche comme ça qui était en cours. Et d'ailleurs, dès les premiers mois, sinon le 2e mois de la prise de pouvoir de M. Traoré, la première visite qu'il a faite, c'est chez M. Assimi Goïta. Donc on sent qu'il y a forcément un rapprochement de l'axe Ouaga-Bamako, ce qui est logique parce que d'où viennent ces groupes armés terroristes? Ils descendent de la Libye au Mali, ils sont descendus au Burkina Faso. Et naturellement, lorsque vous avez 400 soldats étrangers sur votre terrain, dont le mandat n'est pas d'affronter ces groupes armés terroristes, il faut le dire clairement. Ils étaient une base arrière de Barkhane, mais ils n'avaient pas mandat d'intervenir. Donc, moi je dis forcément, et d'ailleurs même, les conditions de leur départ étaient ficelées dans l'accord signé. On dit que c'était convenu entre les 2 parties que dans un délai et chaque partie avait le droit de dénoncer le dit accord et que ça mettait fin dans un mois. Donc, la demande des autorités burkinabè n'est pas du tout sentimentale puisqu'elle respecte les conditions de fin de l'accord. C'était mentionné noir et blanc. Et naturellement, comme la France n'a qu'à prendre acte et à suivre. Pour moi, en tout cas, c'est une suite logique. Maintenant, ceci dit, on ne va pas rentrer dans ce débat-là de dire oui, parce que ce n'est pas une force d'occupation, parce que c'est un accord. S'il n'y avait pas accord, il ne serait pas là. L'accord prévoit comment la partie doit quitter. Voilà, une partie demande à ce que vous quittez. Donc, ils ont pris acte, ils ont demandé des clarifications parce que les premières informations parvenaient des réseaux sociaux. Et là, les autorités ont clarifié leur point de vue, sans oublier d'ailleurs que au cours du mois d'octobre, il y avait une note du consulat général de France qui invitait ou bien informait, une note verbale qui informait
le ministère des Affaires étrangères burkinabé que le consulat général de France au Burkina, à Ouaga, allait changer d'approche dans le traitement des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de passeports de service. Et la réplique a été du tic au tac. Le lendemain, la ministre des Affaires burkinabé des Affaires étrangères a souhaité que la réciproque, de manière très stricte, soit appliquée, par principe. Donc on voit que c'est une suite logique des événements qui se sont succédés. Donc il ne faut pas être étonné, ce n'est pas une décision émotionnelle. Chacun est dans son élément. D'accord. Il faut quand même relever un certain nombre de faits qui sont quand même interpellants. Au sujet, par exemple, de RFI, de Radio France Internationale, par quel truchement ils étaient en contact avec un chef terroriste que l'armée loyaliste burkinabé traquait depuis des mois, mais qui n'arrive pas à avoir ses coordonnées pour le neutraliser. Ne serait-ce pas par le biais des forces spéciales stationnées au Burkina que RFI a pu entrer en contact avec ce chef-là? Ça, c'est une interrogation à ne pas négliger. Deuxième chose, la façon avec laquelle Luc Halland, l'ambassadeur de France au Burkina, connaissait le fond des dossiers, connaissait les mouvements des terroristes pour alerter la communauté française au Burkina, est aussi interpellant. Dernier fait et non négligeable, je crois que c'est au Burkina où plus de 50 femmes ont été enlevées. 63 Plus de 63 ont été enlevés. Mais la primeur de l'information a été donnée par RFI. Alors que les autorités burkinabées n'étaient même pas encore au courant. Par quel truchement RFI a eu ces infos-là? Et, fait bizarre, lorsque ces femmes et ces enfants ont été libérés, c'est RFI qui a encore eu la primeur de cette info-là. Donc, il y a un certain nombre de faits pris les uns avec les autres qui concourent à dire que les forces militaires françaises au Burkina ne sont pas là pour défendre ou bien pour aider le Burkina à avoir des renseignements nécessaires sur les positionnements et les agissements des terroristes, mais au contraire, elles étaient là plutôt pour non seulement saper le moral des autorités, des forces loyalistes burkinabées, mais également pour aider les terroristes à connaître les positions des forces loyalistes. Ça, c'est une évidence qui saute aux yeux. Deuxième évidence, on a remarqué quand même que la première visite, comme le disait mon frère Sana tout à l'heure, la première visite de Ibrahim, du capitaine Traoré, à l'extérieur de son territoire, c'est le Mali. Et on a vu une conjonction entre les deux pays pour contrer l'avancée des terroristes. Et je vois que si le Mali et le Burkina, de commun accord, trouvent des stratégies, ils peuvent coincer les terroristes au beau milieu. Puisque le Mali a des milliers de kilomètres avec le Burkina. Et une conjonction des forces maliennes plus une stratégie burkinabé bien définie pourrait permettre d'arriver rapidement à bout de ces terroristes-là. Et dans ce qui se passe dans notre sous-région ouest-africaine aujourd'hui, je ne pense pas qu'un pays isolément pris pourrait arriver au bout des terroristes. Il faut une mutualisation des synergies. Il faut une mutualisation des informations. Il faut une mutualisation des forces, que ce soit au Togo qui est confronté depuis le mois de novembre 2021 à des attaques djihadistes, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina ou le Mali, et bien avant le Togo et le Bénin, il y avait la Côte d'Ivoire qui était en proie à des groupes terroristes. Donc il va falloir mutualiser toutes nos forces pour essayer d'avoir des forces spéciales ouest-africaines, comme ce qui a été fait au temps de l'Ecomogue au Libéria et en Sierra Leone. Il va falloir que nos États pensent à cela pour avoir des forces spéciales pour aller combattre les terroristes et les dénicher où qu'ils soient. Et en dehors de ça, ce qui est primordial, il va falloir couper le cordon ombilical avec la France. Parce que tant que la France aura sur nos territoires des techniciens militaires, ou bien des agents, ou bien des forces,
ils auront toujours la première de l'information, étant donné qu'ils sont dotés de moyens sophistiqués pour avoir les écoutes, etc. Ils seront toujours au parfum de l'information avant les forces loyalistes. Et cela dessert complètement nos capacités de défense de nos territoires. Parmi les intervenants qu'on a écoutés tout à l'heure, vous avez vu ce vieux qui pose une question. C'est vrai, on demande aux troupes françaises de partir, mais il dit la guerre, elle n'est pas encore finie. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que ce n'est pas plutôt le moment où on doit recueillir les services des Alliés? Non, vous savez, il faut contextualiser ces propos parce que vous avez 400 forces spéciales qui sont sur votre territoire et on imagine aisément, c'est une conclusion ou bien une déduction que j'en fais, que vu les appareils sophistiqués d'écoute, d'interception, d'appel et de renseignement et de surveillance du territoire par des drones, ils sont au courant à l'avance de beaucoup d'informations. Donc, et si l'on voit la rapidité ou bien la fluidité avec laquelle l'information parvient à RFI, on aurait tendance à penser que cette force spéciale-là, quand elle a des informations, elle ne sert pas la sécurité, le ministère de la Sécurité burkinabé, mais il préfère la servir à RFI en primauté. Et à partir de ce moment-là, ça pose un problème. Si vous êtes là, vous, des forces spéciales, vous avez des informations utiles pour la lutte contre le terrorisme ou des groupes armés terroristes, vous ne la mettez pas ou bien ne la mettez pas à la disposition des autorités et vous préférez en informer à l'avance vos ressortissants, à informer un média français, il y a un problème d'efficacité qui se pose. Et donc, naturellement, quand c'est comme ça, mais vous êtes persona non grata. C'est comme, c'est une caricature. Vous avez un gardien qui remarque que les voleurs viennent, il n'aide pas les policiers, il s'en va partager ça avec ses amis, que voilà, il y a des voleurs, des braqueurs qui viennent dans votre maison pour vous attaquer. Ben, on va se demander l'utilité de le garder ou de ne pas de le garder. Et donc, on voit aisément que moi, ce n'est pas du tout une décision émotionnelle. Oui, on se demande s'il part, comment on va faire. Mais il faut se demander, ils étaient où avant? Ils étaient au Mali, ça a apporté quel fruit? Et tous les théâtres où ils étaient, cela a apporté quel fruit? Et comme l'a dit Anani Sessou, comme je le pense aussi, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas forcément une lutte pour avoir l'armement sophistiqué, c'est une lutte d'information. Ce n'est pas une armée régulière, il faut des gens forcément super armés. Non, il faut avoir l'information précise, savoir qui se cache dans la population, qui ne se cache pas. Et voilà, c'est pourquoi moi je pense que c'est quand même assez pertinent l'idée d'utiliser ces volontaires pour la défense de la patrie, parce que ce sont des autochtones. Par exemple, si vous êtes dans votre quartier, forcément, vous savez celui qui a commencé par avoir, entre guillemets, un comportement louche depuis un certain moment. Vous savez qui est nouvellement venu dans le quartier. Et donc, moi, je pense que c'est une approche pratique de cette collaboration entre les forces réglementées et l'armée régulière et les civils qui, par patriotisme, ont fait le choix de défendre au prix de leur vie la souveraineté de leur pays. Alors, tout de suite, quand un pays demande à l'armée française de partir, vous voyez l'autre qu'on ramène en même temps, on dit ce pays se tourne vers Wagner. Alors, moi, j'écoute le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui dit le Wagner du Burkina, c'est les Burkinabés, c'est les VDP, c'est des gens qui sont prêts à défendre leur territoire aujourd'hui. Pour vous, cette approche de se reposer sur les populations, elle vous semble le meilleur pari? Il faut d'abord dire que la France insulte très souvent l'intelligence des Africains. La nous prend toujours comme des gros bébés à qui elle doit toujours dicter ses lois. Avec ce ton paternaliste et condescendant, je crois que aujourd'hui, ce qui se faisait au temps des indépendances et après les indépendances ne peut plus se faire aujourd'hui. Cette jeunesse africaine a pris le temps de mûrir. Elle est décomplexée. Cette jeunesse africaine a pris le temps de savoir ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle. Cette jeunesse africaine a pris quand même le temps de mesurer les impacts de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme sur le développement de nos continents. Cette jeunesse a pris le temps nécessaire de pouvoir savoir que, en ne diversifiant pas ses partenaires, elle n'arrivera jamais au bout de ses ambitions, c'est-à-dire la souveraineté
de nos territoires, l'autodétermination. Donc chaque fois que j'entends Madame Colonna ou bien le président Macron dire que c'est le narratif turc, le narratif russe, le narratif chinois, qui font en sorte que les Africains se détournent de la France ou bien des Occidentaux, moi ça me fait rigoler. Aujourd'hui, je sais l'apport que la Chine apporte pour nos pays en matière de win-win. Je sais ce que la Russie est capable d'apporter. Je sais ce que la Turquie... Aujourd'hui, tous ces pays-là se ruent vers l'Afrique parce que nous avons un intérêt. L'Afrique a un intérêt. L'Afrique, c'est non seulement les réserves de toutes les matières au monde, mais l'Afrique également, en matière de ressources humaines, a la capacité d'être le dragon de demain de par sa jeunesse, de par le plus bas âge de sa jeunesse. Plus de 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Vous imaginez ce que c'est? C'est que cette force-là, alors que dans les pays occidentaux, la tendance est contraire, où on parle du vieillissement de la population. Donc, tous ces pays-là mesurent l'important de ce continent-là. C'est pour ça qu'eux tous se ruent. Mais maintenant que nous avons cette opportunité d'avoir tout le monde de nos côtés, mais pourquoi ne pas choisir le plus offrant, le plus gagnant? Pourquoi ne pas nous tourner vers celui qui ne peut pas nous dicter des lois, ne peut pas nous donner des ordres, mais celui qui peut nous comprendre, celui qui sait que nous sommes souverains, celui qui sait que nous avons cette capacité-là de nous développer, d'être intelligents, de réfléchir par nous-mêmes. Pourquoi nous ne pouvons pas choisir cela? Et chaque fois qu'on voit des trolls, des trolls français, ou bien qui sont à la solde des Français sur les réseaux sociaux, ça fait rigoler. Et parmi ces trolls, quand je vois qu'il y a aussi des Africains qui sont parmi ces trolls-là, qui dénigrent les continents parce qu'on croit que c'est Wagner qui manipule qui, ou bien la Russie qui fait ci. Ça fait mal au cœur, quelque part, mais ça fait aussi rigoler parce que la France n'a pas encore compris, ou bien les pays occidentaux n'ont pas encore compris qu'il y a une mutation très profonde de notre société africaine. Qui maintenant veut se prendre en charge, qui veut s'autodéterminer et qui veut prendre ses décisions et non des décisions qui viennent d'ailleurs. Vous aurez remarqué que la plupart des militaires qui prennent le pouvoir aujourd'hui, ce sont des gens qui ne doivent rien à la métropole. Ce sont des jeunes, ce sont des intellectuels. Or, au temps des indépendances, on a pris des militaires, des demi-soldes qui n'ont pas été à l'école, qui ne connaissent pas grand-chose de la lecture de la géopolitique, qu'on a implanté là, et qui respectaient les désidératas de la métropole. Aujourd'hui, nous avons des militaires jeunes, qui ne doivent rien à la métropole, qui ont été formés, pas seulement en France, mais dans les pays, dans d'autres pays comme la Russie, la Chine, le Maroc, etc., qui ont une perception ouverte sur le monde, qui ne doivent rien à la France. Donc ce sont ces gens-là qui se sont dit, mais non, tiens, si nos grands frères devraient à la France, qu'est-ce qui nous relie, nous, à la France? Pourquoi ne pas diversifier nos partenariats? Voilà ce qui fait aujourd'hui que la France n'a pas compris que nous sommes dans une étape, dans une évolution irréversible, qui fait en sorte que même ceux qui prennent le pouvoir, en Centrafrique, c'est un civil qui est au pouvoir, Touadéra. Mais quand vous voyez ces réflexions, un professeur d'université, mathématicien, quand vous voyez ces réflexions, c'est aux antipodes de ce que la France a toujours tendance à faire. Donc aujourd'hui, il faut que la France comprenne ceci. L'Afrique, oui, nous n'en voulons aucunement à la France. Nous n'en voulons pas aux Français. Mais nous en voulons aux décisions politiques qui sont prises à l'Élysée, qui sont prises à la Maison-Blanche, qui sont prises dans les institutions de Bretton Woods, qui concernent notre continent. On prend des décisions pour lesquelles on ne nous associe pas. C'est ça qu'on ne veut pas. Donc, pour revenir à ce que tu as dit, excusez-moi mon introduction qui est un peu longue, pour revenir. Donc, c'est quand même inouï de voir que la France demande des explications à un État souverain qui veut que ses soldats, les soldats coloniaux, quittent son territoire. Quand on demande des explications par rapport à ça, c'est prendre les Burkinabés comme des enfants à qui on demande des explications. Si, aujourd'hui, le Burkina souhaite avoir des relations militaires avec Wagner, c'est son choix. Nous avons vu en Irak, mais l'armée la plus puissante au monde a quand même utilisé des paramilitaires.
en Irak et en Afghanistan. Ils ont utilisé, comment on les appelle, les blocs, je ne sais plus. Ils ont utilisé quand même des paramilitaires qui ont combattu à leur côté et qui ont occupé tout un pan entier du territoire irakien. Mais au nom de quel droit maintenant on ne peut pas permettre à la Russie d'avoir des forces paramilitaires ou bien on ne peut pas permettre à des Russes d'avoir des forces paramilitaires que des États envahis par des terroristes peuvent utiliser. Donc moi je ne comprends pas pourquoi on doit me demander ici, chaque fois on doit me dire que c'est le narratif russe qui est en train de manipuler la jeunesse africaine ou bien qui est en train de manipuler les chefs d'État africains. Vous avez vu que le Premier ministre burkinabé a été en Russie. C'est pour voir ce que la Russie peut faire pour aider à contrer les terroristes. Quoi qu'on dise, dans les médias occidentaux, aujourd'hui, la tendance est de faire croire que depuis le départ de Barkhane, tout va très mal. Il y a un délitement, des FAMA, des forces armées maliennes, et qu'aucun résultat n'est obtenu, et que tout est dans un état stagnant. Or que c'est absolument faux. Il y a beaucoup de villages qui ont été libérés, il y a beaucoup d'armements qui ont été saisis, il y a des groupes terroristes qui ont été neutralisés, et petit à petit, le Mali est en train d'acquérir la souveraineté de son territoire. La même chose s'est passée également avec le Burkina la semaine passée, où une opération spéciale a été conduite par les forces armées burkinabées qui ont déniché tout un arsenal militaire des terroristes qui ont été récupérés avec la neutralisation des terroristes. Vous avez vu les VDP aujourd'hui, les volontés pour la défense de la patrie. Ils font un travail formidable, comme disait Sana. On sait qui est nouveau, qui est suspicieux, qui fait ceci, qui fait cela. On sait tout ça. Donc, les VDP, c'est comme l'a dit la ministre, c'est le Wagner. Et en dehors des VDP, il va falloir également que ce soit les Turcs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Cubains, mais il faut que l'Afrique décide d'avoir des partenaires qui peuvent l'aider à également neutraliser l'hydre terroriste. Vous voulez parler tout à l'heure de Blackwater. Les Blackwater, voilà. On va évoluer maintenant vers le deuxième sujet, c'est le Cameroun avec cet horrible assassinat du journaliste Martinez Zogo. Un journaliste très connu au niveau du Cameroun, avec une émission très suivie sur la radio dont il était le directeur. Le journaliste avait l'habitude de faire des révélations sur des scandales de corruption, de détournement. Il avait fini son émission à la radio, rentrait chez lui selon les récits, a constaté qu'il était suivi par un véhicule. Il a tenté d'aller dans une gendarmerie qui avait la porte fermée. Il a même foncé sur le portail avec son véhicule avant de se faire attraper par ses poursuivants qui l'ont torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. La sœur du journaliste a décrit que son cadavre était méconnaissable. L'affaire émeut le Cameroun. Qu'est-ce qui a bien pu manigancer l'enlèvement de ce journaliste? On écoute encore quelques Camerounais et puis on revient pour le débat. Tes collègues te pleurent, ta famille tout entière te pleure. Maestro, regarde dans quelle tristesse tu nous laisses. Est-ce que cette façon dont tu pars nous saura encore encourager de continuer cette profession digne? Je ne pense pas. Parce qu'il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on fasse 5 jours sans le retrouver et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Ça veut dire que, connaissant la vivacité de nos forces de l'ordre et de sécurité, on ne peut pas être dans un pays où d'honnêtes citoyens doivent avoir peur des criminels et des corrompus. Non, je pense que céder à la peur, ce serait montrer que Martinez Zogo est mort pour rien. Parce qu'en réalité, il est mort pourquoi? Il est mort simplement parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses qui se passent dans ce pays, parce qu'il pensait que notre pays mérite mieux. Et le message qui est envoyé à travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays. Voilà pour les réactions. Zana, moi, quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai vu aussi les photos qui sont très dures à regarder, la question que je me suis posée, mais on est à quelle époque on est où là? Voilà. Non, peut-être qu'on est dans la Suisse de leur président, là où il aime rester la plus grande partie de l'année. Mais vous savez, c'est quand même choquant et indignant. Et je dirais même révoltant. Pas
côté décès, pas côté assassinat, mais de dire que la personne a été poursuivie, a littéralement essayé de défoncer le portail d'une gendarmerie et qu'il n'y avait aucune sentinelle qui a vu que... Non, c'est-à-dire, on se demande comment c'est possible. Vous imaginez, vous êtes poursuivi, vous essayez de défoncer la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie pour essayer d'attirer l'attention et rien ne se passe jusqu'à ce que les personnes viennent mettre la main dessus. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Rentrent dans votre véhicule, vous extirpent et puis ils vous font subir sans qu'il n'y ait une réplique de la part de cette gendarmerie. Mais je crois qu'on doit commencer l'enquête à partir de cette gendarmerie-là. Parce qu'on pourrait facilement penser que sûrement qu'ils doivent en savoir quelque chose, ou bien quelqu'un aurait pu leur dire de ne pas réagir. Donc, et en venant même aux conditions vues, la lutte pour l'amélioration des conditions, parce qu'il avait une émission qui était la plus suivie, d'ailleurs la chaîne sur laquelle il travaille, c'est le média le plus suivi du pays. Donc il faisait un certain nombre de révélations sur les détournements, les malversations de politique, de milieu d'affaires. Et donc, non seulement pour l'affaire qu'il a dénoncé à l'issue de son émission, et on peut dire qu'il avait plusieurs ennemis, plusieurs personnes qui avaient intérêt à ce qu'il ne soit plus de ce monde. Et donc, quand c'est comme ça, je n'apprends rien à ceux qui sont des criminologues, qui font des enquêtes. Dans ces genres de circonstances, la question qu'il faut se poser, qui avait intérêt à ce qu'il disparaisse dans ces conditions? Et quand c'est comme ça, on sait par où commencer les recherches. Sincèrement, les mots me manquent pour développer. On ne peut que s'indigner et se révolter face à ce qu'on a constaté. Qu'est-ce qu'il savait d'aussi grave pour qu'on lui fasse subir ça? J'aimerais d'abord présenter à toute la famille de Martinez Zogo nos condoléances les plus attristées et présenter à toute la corporation camerounaise nos condoléances. Ce qui s'est passé avec Martinez Zogo est le signe que le journalisme en Afrique est très dérangeant. Surtout quand on a cette capacité de faire des investigations, on a cette capacité de dire tout haut ce que beaucoup de gens taisent. On est toujours confronté à cette triste adversité de ceux qui prennent nos pays pour des propriétés privées. Martinez Zogo faisait une émission qui s'appelait Embouteillage. Et lorsque moi, j'ai eu la chance de visiter le Cameroun à plusieurs reprises, même dans les rues, lorsque l'heure sonnait pour l'émission Embouteillage, tout le monde était scotché à sa radio, même dans les taxis, dans les marchés. Qu'est-ce qu'il faisait, Martinez Zogo? Il faisait des enquêtes pour voir quel personnage politique, quel personnage public, quel directeur de société a pris tel pot de vin contre tel pot de vin. Qui a émargé, où, quand et pourquoi. Pourquoi de tels travaux qui ont nécessité des financements publics n'ont pas abouti. Pourquoi c'est telle société qui a reçu telle offre d'appel alors que la société ne la méritait pas ou bien n'a pas rempli toutes les cahiers de charges. Pourquoi c'est tel personnage qui est plus proche de Madame Biya, Chantal oui. et de Paul Biya. Pourquoi telle personne est toujours dans le secret des Biya? Pourquoi telle personne est toujours ministre et qu'il, malgré les insuffisances qu'on a constatées dans son travail, il est toujours au même poste? Pourquoi ce sont toujours les nonagénaires, ceux qui ont plus de 80 ans, qui sont à la tête des institutions, dont l'Assemblée nationale ou le Sénat? Pourquoi, lorsque on a voulu faire l'autoroute Yaoundé-Douala,
Pourquoi le montant a été multiplié par 3 alors que les travaux n'ont pas abouti? Voilà les thèmes des émissions de Martinez Zogo. Et ce sont des thèmes qui dérangent. Ça dérange pas seulement le pouvoir politique, mais également le pouvoir économique. Donc, il était devenu la cible, pas seulement des politiques, mais de tous ceux qui ont pris le Cameroun comme leur propriété privée, qui détournaient de l'argent public, qui volaient, qui recevaient des pots de vin ou qui émargeaient dans les différents palais des institutions de l'État. Et vous avez vu l'atrocité avec laquelle il a été tué. Il a été mutilé et, excusez-moi, le fait le plus gravissime, il a été sodomisé. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Et j'imagine avec un objet. Pour le honnir, ils l'ont laissé dans sa partie la plus intime. Ils l'ont laissé nu dans une décharge publique. Et comme son corps était en décomposition. Comment est-ce possible qu'un journaliste qui ne vous a pas insulté, mais qui est la sentinelle de la société, comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un qui ne vous a rien fait? Qui de surcroît a su qu'il y a des gens qui étaient dans une voiture, qui suivaient sa voiture, et qui par devers lui a été obligé de cogner le portail de la gendarmerie nationale avec sa voiture, et que les gendarmes, ayant entendu ce bruit, ne sont même pas sortis pour vérifier si c'est un accident ou bien si c'est un acte terroriste qui est en train d'être perpétré contre la gendarmerie. Ils ne sont même pas sortis et les gens ont enlevé Martinez Zogo, qui venait d'ailleurs de fêter ses 50 ans. Il était né le 18 septembre, je crois, 72, qui venait de fêter ses 50 ans. Ils l'ont enlevé, on a laissé sa voiture devant la gendarmerie et les inconnus sont partis à 15 km de Yaoundé pour perpétrer cet horrible massacre. Vous voyez? Donc, c'est une indignation qui va au-delà du Cameroun, mais de toute la corporation. Ça prouve au jour le jour que nous exerçons un métier qui est dangereux et qu'au lieu qu'on nous protège, nous sommes plutôt la cible de personnages véreux qui n'ont pour seule ambition qu'on les laisse tranquilles faire ce qu'ils font de nos pays, leur sale besogne. Justement, sur la question de la protection, moi, je vais revenir un peu sur ça. Quand on a des professionnels de médias de la trempe de Martinez Zogo, est-ce qu'il n'est pas de bon ton que les États se sentent responsables de leur protection, assurent leur sécurité, même si c'est à leur insu? Oui, je crois que, bon, c'est quand même complexe de déduire. C'est quand même complexe. mais il faut dire quand même qu'il faut nuancer un certain nombre de choses. Parce que mon frère Ananis Soussu, il a globalisé en parlant de l'Afrique. L'Afrique, c'est plusieurs pays, une cinquantaine de pays. Les réalités du Cameroun ne sont pas forcément celles du Ghana, du Sénégal. Il y a des choses qui se passeraient dans un pays, cela ne se passerait pas ailleurs. Par exemple, je peux dire qu'au Togo, on est bien loin de ce scénario. On est très, très, très bien loin de ce scénario-là au Togo. Et puis, naturellement, je ne pense pas... On a déjà retrouvé quelqu'un à la plage qui était aussi un journaliste, professeur d'université de son État. Oui, mais lorsque vous faisiez la différence entre la date des faits aujourd'hui, c'est pourquoi je dis bien dit, nous sommes bien loin de ça. C'est les termes que j'ai employés. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes bien loin de ce scénario au Togo. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment difficile que l'appareil sécuritaire puisse à l'avance assumer à leur insu. C'est à vous de dire que je pense que je ne me sens pas en sécurité. Et sur ce point, le ministère de la Sécurité au Togo, par exemple, c'est le cas que je maîtrise le plus. Ils prennent vraiment très au sérieux quand vous allez les approcher, vous expliquer que voilà, vous êtes dans cette telle situation. Ils sont en mesure d'assumer votre sécurité à plusieurs reprises, même ne serait-ce que dans les affaires de braquage. Le ministre de la Sécurité est venu ici, même sur ce plateau, à plusieurs fois, dit qu'ils se tiennent, ils sont présents et ils sont disponibles pour toute personne qui estiment avoir besoin de l'escorte. Ils sont là pour assumer la sécurité de leurs personnes, de leurs biens,
gratuitement. Donc je pense que c'est à l'intéressé peut-être d'exprimer la demande pour que cela soit pris en compte. Je ne sais pas comment cela se passe au Cameroun, mais sincèrement, vu ce qui s'est passé, vu surtout l'immobilisme de cette unité de la gendarmerie qui n'a pas réagi, comme je l'ai dit précédemment, moi j'ai bien envie que cela commence là-bas. Vous imaginez, vous défoncez... Ce que vous dites, c'est pire encore. Son véhicule est laissé là et on le cherche pendant 5 jours. Alors qu'on sait que le véhicule est laissé devant une gendarmerie. Bon. Je ne sais pas, peut-être que les malfaiteurs l'ont emporté, je ne sais pas moi. Donc, c'est un peu ça. Essayez de placer ça dans un contexte togolais où vous foncez droit sur un commissariat, vous essayez de défoncer la porte et que vous imaginez que personne ne sort. Vous avez une horde de gendarmes qui sort. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de sentinelle. Donc si c'était une attaque de Boko Haram, bon, facilement comme ça allait se passer au Cameroun. Je ne crois pas. Moi je crois qu'on doit commencer par là. Peut-être, j'imagine que des gens dans cette unité de gendarmerie là en savent beaucoup plus. Ils doivent en savoir beaucoup plus qu'on ne le sait ici sur ce plateau. Et comme l'a dit Anani Soussou, on va souhaiter vraiment nos condoléances à la famille de Martinez Zogo. Alors, il faut quand même dire que dans nos États, il existe toute une batterie en faveur de la protection des journalistes. Martinez Zogo n'est pas à sa première menace près. Il a été plusieurs fois condamné. Il a été menacé à plusieurs reprises. D'ailleurs, il exerçait sur une radio avant RTS, je crois. Et c'est parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le rang pour faire du politiquement correct qu'il a été renvoyé et Amplitude FM l'a recruté. Il n'est pas à sa première menace près. Donc, heureusement, qu'au Togo, nous sommes à des années-lumière de cela. On avait vu quand même, comme il soulignait, le cas de Atouche Agboblé ou bien de Dimas Dikodo. Ça, c'est des souvenirs lointains. Et ce sont des choses qui ne peuvent plus se passer dans notre pays parce que, au-delà de toute considération, nous voyons aujourd'hui sur nos médias, que ce soit dans la presse écrite, en ligne, radio, télé, la liberté d'opinion que chacun a. Nous voyons tous les jours où des journalistes vont sur les médias pour dénoncer les dérives politiques, les dérives économiques, les dérives culturelles ou sociales des dirigeants ou bien des opérateurs économiques ou bien ceux qui sont à la tête des sociétés d'État. Mais jamais ils n'ont été inquiétés au point qu'on s'en prenne à leur vie. Donc, pour cela, le Togo, quand même, a toute une artillerie qui permet aux journalistes de s'exprimer. Et ceci s'améliore. On a cette liberté qui n'était pas là au temps de feu le général Eyadema. Nous, quand on écrivait à l'époque, avant même la parution, dès qu'on mettait sous presse, on fuyait, on allait se cacher. Mais depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, on a vu que les choses se sont beaucoup améliorées. Donc, la protection des journalistes, il y a des batteries déjà qui existent, qui permettent cette protection. Mais c'est l'application de ces dispositions qui posent problème. Et comme disait Sana, c'est aux journalistes qui est menacé d'approcher les autorités pour leur dire voilà, nous sommes menacés. Martinez Zogo, malheureusement, l'a fait, mais personne ne l'a considéré. Il n'est pas seul dans le cas. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, le Cameroun est un cas particulier dans les nombreuses violations des droits liés à ceux des journalistes. C'est un cas d'école. Dans ce pays, il suffit que vous dites un truc qui soit juste sur tel personnage, même s'il n'est pas politique, il va vous envoyer des gens pour vous menacer, il va vous envoyer des gros bras pour menacer vos parents, votre famille, ou bien pour vous dire que nous savons où vous êtes, nous savons comment vous quittez votre maison et où vous allez. Ça, ce n'est pas seulement au niveau des politiques que ça se passe. Même un citoyen lambda qui a un peu d'argent, qui se sent tout puissant, il menace les journalistes parce que le journaliste a eu l'outrecuidance de pointer du doigt un des aspects qui permet à cet homme-là d'avoir de l'argent. Donc c'est un cas d'école. On va marquer la pause maintenant. Le temps pour nous de suivre le journal pour une dizaine de minutes et on sera de retour pour la deuxième partie.